public. Et c'est plutôt pour tout ce qui fait autour de l'esprit critique. Et également, enfin, et entre autres sur sa chaîne YouTube qui est La Tronche en Biais. J'ai vachement bien révisé. Je n'ai rien à corriger. Et donc, on t'a invité cette année essentiellement parce que tu viens de sortir. Je me souviens même plus de la date, mais c'était l'année dernière, je pense, ou il y a 2 ans. Je sais plus. Novembre. Donc ce livre, hein, La science des balivers, c'est pas son premier bouquin, puisqu'il y en a eu un autre avant, dont je me souviens bien. Il y en a eu 4 autres. Mais il y en a eu plein d'autres. Ouais. Non, mais il y en a eu au moins un autre. C'est quand est-ce qu'on biaise, l'ironie de l'évolution ça marche, connaissez-vous l'homéopathie, oui, c'est vrai, et la vie après la mort, une approche rationnelle. Il y aura bientôt la pyramidologie aux sources de la pseudo-archéologie. D'accord, voilà. Ok, super, génial. Voilà. Achetez-les. Hein. Alors, de toute façon, j'espère que vous aurez plein de questions à poser et je vais vous laisser je vais vous laisser la plupart du temps la parole, enfin je l'espère en tout cas, mais on va commencer quand même à discuter simplement entre nous. Bonjour Daniel. Ouais, bonjour. Alors, moi quand j'ai lu ce livre, finalement, j'ai trouvé qu'il y avait 2 grandes parties. Enfin, c'est un peu caricatural de le présenter comme ça, mais il y a une première partie où finalement tu rappelles un petit peu tout le contexte, les biais, ce genre de choses. Puis ensuite, il y a une partie où tu donnes quand même des conseils. C'est plus pratique, oui. Il y a les 10 commandements, notamment. Oui, alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Mais moi, je n'ai pas révisé, donc les 10 commandements. Oui, alors, disons que... il vient après Quand est-ce qu'on biaise, et donc je n'allais pas faire la même chose, mais bon, il y a quand même des trucs qu'il faut redire, parce que même moi, si je ne me la répète pas, je les oublie. Et il y a une partie donc, où je reprends un peu tous les biais, mais présenté un peu différemment. Et les 10 commandements, c'est juste de dire, lorsque je suis en train de débattre avec quelqu'un, si mon but c'est de le rabaisser, de l'humilier, bon, ça c'est cool, hein, on a plein d'outils, mais si mon but c'est d'être sûr que je ne vais pas dire des bêtises, et que quand on aura fini la discussion, je partirai avec plus d'idées vraies que quand je suis arrivé, alors il y a des choses à respecter. J'ai oublié ce que j'ai marqué, mais parce que mais en gros, c'est considérer que la personne qui est en face de moi est sincère, au principe de charité. Si elle me dit X, c'est qu'elle croit vraiment X. En tout cas, elle a des bonnes raisons de penser X. C'est de ne pas m'intéresser aux sources, évidemment, de ne pas dire des choses sans les sourcer, et de proportionner mon niveau de certitude à mon niveau vraiment à mes preuves, quoi. Et de ne pas dire trop vite des choses. C'est-à-dire que si on vous dit qu'il y a un médicament miracle contre le Covid en mars 2020, mars 2020, c'est la bonne période pour ne pas savoir. Il ne fallait pas savoir. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas route, il ne fallait pas savoir si ça marche ou pas à cette époque-là. Et donc, ceux qui ont commencé par dire ça marche ou ça ne marche pas d'emblée, je ne pense pas qu'ils avaient des bonnes raisons de le faire. Mais je ne pense pas qu'ils aient changé la vie. Et tout est là. C'est-à-dire que dans les 2 camps, il y en avait un qui avait tort. Et le camp n'a pas changé la vie. Parce que trop vite, ils ont commencé par en parler publiquement. Donc voilà, dans les moments, il y a le fait de commencer par être prudent dans ce qu'on veut dire. Et après, sinon, je ne sais pas ce que j'ai écrit dans le chapitre. Alors si je l'ai écrit, c'est pour pas avoir à me rappeler aussi. Hein. Oui. Hein. Ouais, alors oui, j'ai eu aussi cette impression en lisant le livre. Parfois, c'est aussi un peu... j'ai écrit aussi pour moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses, ça m'intéresse. Comment je me fais un avis? Du coup, j'écris des bouquins. Donc la vie après la mort, c'était ça m'intéressait. J'ai fait un bouquin. Et, bon. Alors moi, il y a un truc que j'ai trouvé vraiment très important. Et parfois, dans une discussion, on s'emporte et on oublie un peu cet aspect-là. C'est faire vraiment la part des choses entre le débat d'idées et la personne, et les individus qui sont en face de nous. C'est pas du tout la même chose en fin de compte. Alors j'ai inventé un concept qui s'appelle la triade zététique. Le nom est nul, mais on trouvera mieux. Et alors, je pense que j'ai rien inventé, mais en gros, imaginez un triangle. Vous avez en haut l'individu, la personne. En bas à droite, vous avez les arguments. Et à gauche, les idées. Et en fait, c'est pas pareil. La personne et ses idées, c'est pas la même chose. Mais si je critique les idées, le triangle, s'il est trop petit, la personne, elle va se sentir visée. Alors, peut-être que moi, je vise mal. Et 2, même si je vise bien les idées, la personne va se sentir visée. Donc, il faut qu'on apprenne. Lorsque nos arguments, en gros, les personnes, il faut les respecter. Les arguments, il faut les mettre à l'épreuve. Et les idées, on leur doit rien.
Mais quand je m'identifie à mes idées, et ben, si on critique mon idée, je me sens victime, quoi. Et donc on a plein de domaines, notamment spirituels, religion ou culturels, où les gens s'identifient à ce qu'ils pensent. Et quand vous critiquez ce qu'ils pensent que vous les agressez eux. Et donc il faut qu'on apprenne à bien viser. Et lorsqu'on est soi-même la personne qui est visée par les critiques, à pas confondre les gens qui critiquent moi et les gens qui critiquent ce que je dis. Et pour être sur les réseaux régulièrement, ça m'arrive encore de me dire, mince, si quelqu'un me contredit, qu'est-ce qu'il a contre moi? Donc ça m'arrive. Et c'est pas la bonne réaction à avoir. Mais donc si on apprenait tous à mettre ça de côté, à ne pas se sentir visé lorsqu'on est critiqué, on pourrait répondre sur le mode, ok, du coup je vais argumenter, puisque je ne peux pas cibler, je peux argumenter. Et comme on est des singes, on a du mal. En gros, je résume, hein, c'est ça. Alors après, l'esprit critique, il y a quand même deux contextes, enfin, en tout cas qui pour moi, tu diras ce que tu en penses, sont fondamentalement différents et dans lesquels il faut l'exercer. Il y a ce dont on vient de discuter, qui est qui est la discussion justement avec quelqu'un d'autre. Et puis il y a simplement, quand on est en recherche d'informations ou plus passivement, simplement en lisant des articles, en lisant les médias, est-ce que c'est les mêmes mécanismes qu'il faut mettre en œuvre, sachant que dans un cas, on a plus de temps quand même pour réagir. Enfin, quand on lit un journal, on a un petit peu il ne faut pas répondre instantanément aux arguments de l'autre. Daniel, nous vivons une époque où en 2 minutes, on a la réponse à n'importe quoi. On a n'importe quelle réponse à n'importe quoi. Tous les problèmes compliqués ont une réponse simple et fausse. Oui. Et on la trouve en 2 minutes. Oui, donc, moi, je distingue deux grands volets, qui est la défense intellectuelle et l'autocritique. Le penseur critique, il doit être capable d'interroger ce qu'on lui dit, mais il doit aussi interroger ce qu'il pense. Et cet aspect-là, autant c'est facile de voir un zététicien débugger quelqu'un sur Internet, autant voir quelqu'un faire son autocritique, c'est quand même beaucoup moins spectaculaire. Et même quand on le fait, des fois on ne s'en rend pas compte. Donc, mais c'est plus important. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, si on ne sait pas ce que c'est que se remettre en question, de quel droit on va dire aux autres, dis non, ce que vous pensez c'est un peu faux, il faudrait peut-être vous poser les questions. Et si nous, parce que du coup, on peut acquérir. C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'être exemplaire. Voilà. Si dans mon comportement, je peux montrer que j'ai fait l'effort de me poser les questions, de ne pas me brosser dans le sens du poil, mais d'être toujours en train de me dire est-ce que je pourrais me tromper? Alors quand on va voir l'autre et qu'on lui dit attention, peut-être que là, c'est pas vrai. S'il a vu dans notre comportement qu'on était dans cette méthode-là, alors il ne se sent pas comme si je venais lui dire moi je le sais, toi tu ne sais pas. Il comprend que je suis dans une démarche personnelle et que je lui conseille de faire comme moi en fait. Donc il faudrait qu'on réussisse davantage, nous les sceptiques, je vous mets dans le lot, vous êtes là, dans notre comportement, à montrer qu'on sait bien qu'on peut se tromper, qu'on s'est trompé, qu'on sait corriger, et qu'on est constamment en train de se dire oh là là, attention, il faut que je sois attentif à ce que me disaient les autres, parce que je pourrais me tromper. Comme ça, les gens qui sont en face se disent lui, il est sympa, il se comporte comme ça, tiens, et si je faisais pareil? Il faut qu'on donne envie aux gens d'être comme nous. Et donc, quand on se comporte comme des connards, et ça nous arrive, parce qu'on dit ah, ce que tu dis c'est de la merde, et moi j'ai balancé un bouquin dans mon dernier live, et je regrette maintenant, sur le coup c'était marrant, mais je le regrette. Quand on se comporte un peu comme des connards, les gens n'ont pas envie d'être comme nous, et donc on a raté un truc. Voilà, donc il y a la pensée contre soi et se défendre contre les produits cognitifs qu'on croise. Et il faut mettre l'accent plus sur le côté socratique. Ouais. En fait. Alors du coup, je lis un extrait de ton bouquin qui résume bien ce que tu viens de dire. Être simplement un peu con de temps en temps, ce n'est pas grave en soi. Ça résume ce que j'ai dit. Ouais. Voilà, exactement. D'accord. D'autant moins quand on l'accepte, sans s'y complaire. Nul n'est à l'abri, et l'admettre, ce n'est pas se ranger soi-même, ou quiconque dans une case, c'est faire un effort vers plus de rationalité en s'efforçant de se tenir éloigné des comportements, des automatismes, des facilités qui peuvent faire de nous, l'espace d'un instant, et pour toute la vie, un con de compétition. C'est bien écrit, hein. Ah ouais. Est-ce que vous avez des questions déjà? Alors, comme c'est capté, il faudrait qu'on fasse circuler un micro. Mais il faut d'abord que un bras se lève, sinon ça ne sert à rien d'emmener un micro. Ça peut être une jambe, hein, c'est comme vous voulez. Alors, n'ayez pas peur, on est entre nous. Hein. Madame, au fond. Alors, comment on fait? Hop, bah, je vais y aller. Hein. Je suis désolée, c'est pas vraiment une question.
C'est plutôt pour dire merci pour tout le travail accompli par Monsieur Durand. Moi, je suis au quotidien, je suis abonnée aux réseaux sociaux, à la Tronchambier. J'aime plutôt la science, je travaille plutôt dans la science, mais je ne suis pas non plus une intellectuelle. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo YouTube de la Tronchambier, qui est un peu un appel du pied qui a amené pas mal de gens à la Tronchambier. Et je me suis mis à suivre. Et déjà, j'ai appris beaucoup de choses, mais dans plein d'autres chaînes auraient pu le faire. Mais j'ai surtout ressenti un soulagement de voir parfois exprimer ce que moi, j'aurais jamais su exprimer de façon aussi intelligente. Ou aussi c'est bête, mais de séparer les idées de la personne, moi ça m'a fait comprendre que beaucoup de situations de tension où je comprenais pas pourquoi les gens s'énervaient, parce que pour moi c'était tellement une évidence que les faits ne se discutaient pas, et où j'avais du mal à comprendre pourquoi la Tronchambier m'apprend encore beaucoup tout le temps sur Raoult, sur comment gérer même mes émotions par rapport à ça. Ça me fait du bien, ce travail, pas uniquement intellectuel, et ça me fait aussi du bien dans la Tronchambier, cet humour, et aussi que je retrouve dans tous les livres, parce que j'achète les livres aussi, j'aime beaucoup. Ça me soulage, ça me fait du bien, un peu d'humour et de cynisme aussi parfois. C'est pas forcément obligé d'être toujours... Pas trop cynique, j'espère. Pas trop, je suis pas non plus tout le temps d'accord sur tout, mais voilà, merci pour tout le travail accompli. Merci beaucoup. C'est très gentil. S'il y a d'autres gens qui veulent... Merci, moi, comme ça, je prends. Parce que quand les gens disent « Ah, moi, j'ai pas une question », moi, ça me crispe, parce que les gens qui prennent le micro pour faire une conférence dans la conférence, j'ai vu ça hier, j'étais à Charleroi, et c'était bien, mais il y a un monsieur qui prend la parole, et puis il part ailleurs, il est parti ailleurs. Et il n'est pas revenu. Et bon. Donc là, très bien, c'était pertinent, je trouve, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, je vais vous donner la parole, mais du coup, comme on a parlé de Raoult, quel conseil tu donnerais pour... alors, comment est-ce qu'on peut se fier finalement à... je vais faire un peu du... et comment on peut se fier à une autorité? Est-ce que les autorités sont fiables? Donc la réponse est non, ça c'est clair, pas toujours. C'est très compliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand Raoult parle en février ou en mars, il faut commencer par pas savoir. Mais lui, il était extrêmement... C'est-à-dire que très très vite... dans sa manière de s'exprimer, il a coché toutes les cases de nos alertes anti-gourou. En fait. Il se comporte comme un gourou et comme un homme politique, et il parle pas comme un scientifique. Donc quand un scientifique parle comme un scientifique, normalement, il a plein de modalités de prudence, pour dire aux gens, attendez, il y a des tendances, mais ceci, cela. Normalement, il y a un côté collectif. Si c'est toujours le même type qui prend la parole, il y a un problème. La science, c'est pas une personne qui parle pour tout le monde. Donc, voilà, et donc dans son comportement et dans sa manière de monopoliser la parole et d'aller parler directement au peuple, parce que Lydia Raoult est un youtubeur. Hein. Il fait plus de vidéos que moi, mais que beaucoup de collègues, donc c'est assez impressionnant. Et après, le problème, c'est qu'il nous dit, moi, je suis le meilleur du monde. Bon, bah, s'il le dit... qu'est-ce qu'on fait? On le croit. Lui, il y croit. Il est quand même des titres, il a eu des médailles, des machins. Mais quand on connaît un peu la science, on se dit 3000 papiers, bah, c'est trop. Deux par semaine, c'est ça? Ouais, en fait, il arrive à un niveau d'excellence où quand vous êtes trop excellent, c'est louche. Et la preuve, c'est qu'il y a des papiers, plus d'une centaine, qui sont suspectés d'être au moins, sinon de la fraude, au moins des pratiques non légitimes. Et sa réponse, c'est de dire bah, je ne l'ai pas lu. Mais il a mis son nom dessus quand même, il l'a signé le papier. Et ça, quand on connaît la science et quand on sait comment ça marche, bah c'est non, quoi. Ça veut dire que ce mec-là, il n'est pas à sa place. Mais quand on ne connaît pas, et qu'en plus, des gens lui font la cour autour, hein, les politiques se sont venus, ah, Raoult, c'était pas un pèlerinage, je comprends que les gens soient perdus, en fait. Et donc, ce n'est pas de la faute du public, si le public, à un moment donné, a voulu croire dans la chloroquine, à se fier à lui, parce qu'il donnait tous les signaux de l'autorité légitime. Il avait le poste pour le faire, et il n'y avait pas de parole. Le CNRS a réagi à une semaine. 1 an et demi après, quoi. Enfin, je veux bien qu'il mette du temps, mais là, c'était quand même très, très long. Et ils ont répondu du fort. Mais même cette réponse forte-là, elle n'est pas allée jusqu'aux oreilles de ceux qui aiment Raoult. Il faudrait qu'ils aillent sur les plateaux télé pour dire qu'il y a un problème. Ils ne le font pas. Donc, est-ce qu'il faut suivre une autorité? Le problème, c'est que l'argument d'autorité, il n'est pas toujours fallacieux.
si mon médecin me prescrit tel médicament lorsque je vais le voir pour un problème, bah, il est compétent pour me dire ça, et je le crois parce que c'est lui qui me le dit. Donc il y a une autorité qui est légitime. Si un prof d'histoire dit aux élèves Marignan c'est 1515, je ne vais pas été vérifier, moi. Je suppose que c'est vrai. Donc il y a plein de situations dans la vie où on accepte les autorités. Et puis il y a des situations dans lesquelles c'est grave, donc il faudrait qu'on soit sûr. Mais comme on n'est pas habitué à se poser des questions sur qu'est-ce que vaut cette autorité, ou alors on vire vers un questionnement qui ne s'arrête plus et on vire dans le conspirationnisme, parce qu'eux, ils commencent bien par dire ce qu'on nous dit pourrait être faux. Et c'est vrai, puis des fois c'est faux, mais ils ne s'arrêtent plus. Donc en fait, c'est la question centrale de à qui on fait confiance. Et je n'ai pas la réponse. Faites-moi confiance, je n'ai pas la réponse. Et c'est très compliqué, et ça se construit, et il faut accepter d'avoir confiance pour des gens, mais pas sur tout. C'est-à-dire que mon médecin, s'il me parle de politique, je ne vais pas l'écouter. Même si je suis d'accord, quelle compétence il a. Or, ça dépend s'il est maire d'une grande ville, ton médecin. Ça arrive. Bah oui, mais... Bon, bah, voilà. En tout cas, il n'y a pas une règle absolue de... Voilà. Et comme on est des grands singes, on adore être essentialiste et dire telle personne, je lui fais confiance sur ça, donc sur le reste aussi en fait. Et donc on n'est pas assez exigeant sur le fait que il faut accepter que quelqu'un qu'on aime beaucoup soit pas compétent sur un sujet, qu'il dise des bêtises et que ce soit pas grave. Or, comme on veut faire confiance totalement dans quelqu'un, c'est tout ou rien. Et donc si Raoult à un moment donné me parle de génétique des virus, je l'écoute, il s'y connaît pour de vrai en fait. Mais s'il commence à me parler d'épistémologie ou d'épidémiologie, il nous a montré que non. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vaut plus rien. Après, humainement, il ne vaut pas grand-chose, je pense. Mais ça, c'est un genre personnel. Et donc, c'est la question. Tous ceux qui vont vous dire qu'ils ont la réponse à cette question, moi, je m'en méfie. Voilà. C'est la réponse la plus complète que je peux donner. Bon, Jean-Claude Durand, juste une petite question en fait, simple sur votre parcours. En fait, je voudrais savoir ce qui a initié et fait vous investir dans ce que vous faites actuellement. Est-ce qu'il y avait un contexte déjà autour de vous? Comment ça s'est passé? Ou est-ce que c'est quelque chose de longue haleine qui s'est finalement formalisé voilà. Mais j'ai pas de point de départ en fait. Alors la bascule c'était YouTube parce que mon collègue Vlad Tapas avait une chaîne de musique c'était les années folles, 2013-2014. Et donc il allait à des soirées à Paris avec les nouveaux youtubeurs de vulgarisation, c'était cool. Et il est rentré à Nancy, il m'a dit, nous on se connaissait bien, il m'a dit je veux qu'on fasse une chaîne sur la zététique. Parce que c'est moi qui en ai parlé beaucoup. Voilà, il me posait beaucoup de questions, donc il disait mais pourquoi la science est fiable? Et ça me choquait, donc du coup je l'ai initié à ça. Et lui m'a initié à YouTube, je lui ai dit non YouTube moi j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Il m'a saoulé, donc j'ai fini par écrire des scripts, des épisodes canons, ceux avec la marionnette et Vlad Tapas qu'on a sorti au début de la chaîne. Et le 9e est écrit. Hein. Le 9e épisode, qui n'a jamais été tourné, est dans Comtesse Combièse. Et le 10e sera sur la pensée magique, sachez-le, mais il n'est pas fini. Hein. Donc je mets un temps fou à écrire. Mais pourquoi le passage à YouTube, c'était parce qu'il veut Vlad Tapas. Et après, on s'est rendu compte qu'en un jour, 600 abonnés, on s'est dit, tiens, maintenant, on en a 240 000, donc 600, c'est pas beaucoup, mais le jour où on ouvre, voilà. Et des retours très positifs. Donc, les gens étaient heureux, un peu comme Madame disait, les gens étaient heureux de voir formuler, peut-être un peu mieux qu'eux, ou peut-être de manière un peu plus artistique, des idées et des positions qu'eux avaient. Et ça, c'est hyper dangereux, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on fait des sectes. Ah, lui, il dit ce que je pense, donc je l'écoute. Mais bon, au-delà de ça, on est prudent. Il y avait une attente par rapport à ça. Et bah, du coup, on a continué. Et moi, à titre personnel, moi, je suis fasciné par les créationnistes. Je suis biologiste à la base, je m'intéresse beaucoup à la théorie de l'évolution. J'ai écrit un bouquin là-dessus. Et pendant des années, j'allais sur les forums, les discussions, me coltiner aux créationnistes, leur répondre avec des choses dont je savais que j'avais raison. Et ça, c'est bien. Donc, j'avais des arguments. Et à ne convaincre personne pendant des années. Et à un moment donné, j'ai arrêté de leur parler et j'ai parlé aux gens qui étaient de mon côté du spectre. Il dit mais comment ça se fait que machin, il me dit un truc, je lui montre que c'est pas vrai, il continue. Et là, quelqu'un m'a parlé des bicognitifs, ça j'ai découvert, il m'a dit c'est comme un arachnophobe, et je suis. Il sait bien que l'araignée va pas le bouffer, qu'elle n'est pas dangereuse, mais c'est plus fort que lui. Ben c'est pareil, il y a des gens, il y a des idées, c'est plus fort qu'eux. Ils savent bien que peut-être c'est vrai, mais c'est insupportable. Et donc je me suis intéressé au biais. Voilà. Donc c'est grâce à ce monsieur
j'ai oublié le nom, qui était un anonyme sur les réseaux, qui m'a parlé de biais cognitif, et je suis allé voir. Alors ça, c'était en 2008-9, quoi. Et après, du coup, les Henri Brock, les Richard Monvoisin, les gens qui étaient là avant nous, hein, les Houdini, encore plus vieux, les James Randi, etc. Je me suis intéressé à ce qu'ils font. Je me suis dit, bah, je vais faire un truc à ma sauce à moi, quoi. Et puis, il se trouve que ça marche. Les gens trouvent un truc dans ce qu'on fait. Donc, je suis bien content. Mais rien n'était prévu, en fait. C'était pas un plan de carrière du tout, hein. Quand on a ouvert la Tranche-Rambier, moi, j'étais au chômage. Je commençais à donner des cours au collège. J'ai arrêté parce que j'étais pas bon et les élèves pleuraient. Ah, mais il faut ça s'arrêter quand voilà. Et donc, c'était pas du tout un plan de carrière. Et les bouquins sont là parce que c'est ça, mais c'est une grande inconnue, en fait. Et demain ça va, mais dans un an, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Donc, j'espère que les bouquins vont marcher, que je vais continuer et que je vais pas virer les gens qui commencent à être célèbres. Moi, je m'autorise à penser que voilà, je vais essayer de faire attention. Mais on n'est pas à l'abri, hein. Est-ce que des youtubeurs un peu connus commencent à dire n'importe quoi? Et c'est déjà arrivé. ça arrive ponctuellement, voilà. Mais disons que des gens connus pour vulgariser la science finissent un jour par dire un truc complètement fou et tenir mordicus, c'est pas encore arrivé en tant que tel. Ils disent à côté mais sur la science en tant que tel, non. Et le jour où ça va arriver, c'est ce dont je parlais hier. Donc à Charleroi, il y avait un forum éducation. Il y avait des chercheurs et je leur ai dit on n'est pas armé pour anticiper ça. On ne saura pas réagir à quelqu'un qui sera très influent dans le monde de la science et qui va dire n'importe quoi. La preuve, Raoult était très influent, il dit n'importe quoi et on n'était pas prêt, hein. Bah, les youtubeurs, c'est pareil. On est un écosystème où on est indépendant. On tire notre légitimité du nombre d'abonnés, pour vous dire. Donc, ce qui est une fallacie, hein, mais je trouve que ça marche comme ça. Et le jour où un grand youtubeur va virer complètement anti-science, ça va arriver tôt ou tard. Et si on n'est pas, nous, en réseau avec les chercheurs, et qu'il n'y a pas comme ça un signal public, qui montre que le monde de la recherche est au courant de ce qu'on fait et adoube, entre guillemets, tel contenu et pas tel autre, s'il n'y a pas ce signal de vertu épistémique validé par le monde de la recherche, enfin, je veux dire, c'est la seule stratégie que je vois qu'on peut mettre en place pour éviter ce problème-là. Et aujourd'hui, on n'a pas. On n'a pas de... Nous, on invite des chercheurs, mais on n'est pas reconnu comme... voilà, peut-être que c'est à nous de faire notre travail. Et un bon vulgarisateur d'un mauvais vulgarisateur, comment est-ce qu'on le distingue? Bah, vous le faites parce que vous avez déjà des connaissances et que vous jugez par rapport à ça, en fait. Mais il n'y a pas de critères objectif, collectif, collégial, académique pour le faire. Et tôt ou tard, ça va manquer. C'était un pronostic que je fais, ça va. Et quand tu dis comment on le distingue, on c'est qui là pour toi? Le public. Comment moi, je clique sur une vidéo qui dit un truc sympa, ça me plaît bien, et puis c'est un petit peu comme ça, un peu subversif, ça pourrait être faux. C'est vrai parce que je fais confiance à la personne qui, dans le passé, a fait preuve qu'il travaillait bien. Il a invité d'autres chercheurs, voilà, très bien. Mais si demain il sort une vidéo, comment je sais qu'elle va être vraie? Ben, je ne peux pas savoir. Donc, et j'ai pas d'organe externe à moi qui pourrait m'aider à évaluer, attention, là, c'est risqué, pas risqué. Et il ne faut pas qu'il y ait une autorité qui décide de ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est pas possible. Mais en revanche, qu'il y ait une connexion avec la communauté scientifique où tel vulgarisateur est reconnu parce que voilà, lui, on l'invite, comme là je suis là, je suis bien content, merci beaucoup, ça me donne de la légitimité, tu vois. Mais si on commence à inviter tous ceux qui ont beaucoup d'abonnés juste parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, ce qui est peut-être déjà le cas, peut-être que je suis là que parce que j'ai des abonnés, hein, je sais pas. Alors on court à la cata, en fait. Mais en fait, le problème de fond, une autorité ne fait pas autorité. Il n'y a aucune raison. Enfin, je veux dire, absolument tout le monde peut être... une autorité ne peut pas utiliser l'argument... Enfin, l'argument d'autorité, en tout cas, n'est pas un argument oui, mais ça marche. valable. Mais ça marche. Oui, ça marche, mais ça ne devrait pas. Allez sur ExpertScape, je suis le numéro 1 au monde. Ça marche, les gens ont cru. Oui, c'est vrai. Et mais ça marche pas. En tout cas, ça marche pas. Alors évidemment, nous, enfin, en tout cas moi, j'ai une vision un peu biaisée des choses. C'est que je suis scientifique. Évidemment, je raisonne comme un scientifique, mais je ferai jamais confiance aveugle
à une autorité. Il faut qu'il y ait une argumentation derrière. Il faut que, enfin voilà, quand on lit un article, on ne fera jamais confiance à un article où il n'y a aucune référence, par exemple. Oui. Et même les références, il y a des références il y a beaucoup d'articles qui sont publiés et qui sont faux, qui contiennent des erreurs, ou qui sont devenus faux, qui n'étaient pas forcément au moment où on les a publiés, mais où on s'est rendu compte a posteriori qu'il y avait des protocoles biaisés, des choses comme ça. Donc, Mais le problème, c'est que quand les gens veulent savoir ce que dit la science, on leur donne un monsieur en blouse blanche avec une barbe qui dit « Bonjour, je suis la science » et qui parle. La science, c'est pas un mec, c'est 400 personnes à travers le monde qui font des congrès qui se tapent dessus parfois, qui sont pas d'accord. C'est le dissensus, voilà. Et puis le consensus parfois émerge un petit peu, et c'est ça dont on parle. Mais tout le processus qu'il y a entre l'idée et la preuve scientifique, les gens n'y ont pas accès. Et pendant la crise Covid, d'un seul coup, on a braqué le projecteur sur le processus qui est en train de se faire, donc c'est la différence entre la science et la recherche. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Et ça, les gens ne savent pas, mais on ne peut pas leur en vouloir. Les gens sont habitués à ce qu'on leur dise « la science parle ». Bonjour monsieur, un micro, et je vous dis « ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai ». Et les gens sont heureux parce qu'il y a quelqu'un qui est une autorité qui leur dit ce qui est vrai et ce qui est faux. Ouais, c'est plus facile du coup. Mais moi, avant d'aller dans tous ces trucs-là, j'étais comme tout le monde, ça me faisait bien plaisir. Et dès qu'il y avait un truc où c'était pas sûr, je me disais « putain, mais… » Peut-être qu'il faudrait qu'ils bossent, quoi. Ça veut dire quoi? Ils sont pas d'accord entre eux, c'est con. Mais les gens ne savent pas comment ça marche. Et leur expliquer, c'est compliqué. Donc on essaie de le faire un petit peu, nous, à notre niveau. Mais il n'y a pas beaucoup d'efforts faits pour... et peut-être que maintenant, la Covid étant passée par là, ou le Covid, peut-être qu'on va prendre la mesure et qu'on va faire en sorte que les gens comprennent comment marche la recherche. Mais je ne suis même pas sûr qu'on va tirer la leçon, en fait. Alors, avant de continuer dessus, peut-être qu'il y a d'autres questions dans le public. Parce que là, on parle beaucoup, mais allez-y. N'hésitez pas à me couper la parole. Alors bonjour, excusez-moi pour mon élocution, j'ai un peu du mal à parler. Je voulais aussi vous dire merci par rapport à tout ce que vous faites, les vidéos, tout ça, qui m'ont personnellement aidé. Et paradoxalement, j'ai pris connaissance de la tronche en biais par une amie qui m'a tout d'abord fait découvrir des superbes vidéos de 4 heures, 5 heures, du camp d'en face, des Casas Novas, des Crève-Cœur, des Trotta. Et après le visionnage de tout ça, je me suis dit lol, quoi. Lol, j'ai voulu en discuter avec elle, en pensant qu'elle m'avait montré ça pour me faire rire. Et non, en fait, il y a vraiment des gens qui sont ancrés là-dedans. Ils ont un nombre de vues faramineux. Et face à ça, j'ai l'impression que mon camp, alors c'est un biais, bien sûr, encore une fois, a l'air uni, sceptique, dans la même vision des choses, mais que le camp d'en face est tout éparpillé et combattre ces petits points, l'homéopathie, la réflexologie, l'iridiologie, c'est autant de combats qui me paraissent compliqués à mener, vains, et je suis un peu désemparé face à cette personne à qui je tenais et je ne sais pas quoi lui dire en fait. Je sais pas, je ne la connais pas. Donc, non mais c'est toujours le truc, on reçoit des mails de gens qui nous disent comment faire. C'est vous qui connaissez les gens. Alors, le truc de base principal, c'est garder le contact. Les gens qui commencent à David dans des croyances un peu bizarres, si vous passez votre temps à leur dire ça, ce que tu crois, c'est de la merde, vous êtes le méchant, et donc arrêtez de vous parler. Mais quand les personnes qui croient vraiment, le problème c'est que souvent ils parlent que de ça. Donc, il faut se dire, mais pas un peu d'autre chose. Donc c'est compliqué. Et le truc pire, c'est que vous vous dites que notre camp, on est unis, c'est pas vrai. En fait, parce qu'on se prend, et c'est pas possible parce que nous on est exigeants. Donc quand quelqu'un dit un truc qui est un petit peu faux, alors que eux d'un côté, ils n'ont aucun problème à avoir sur la même table un homéopathe, un chaman, machin, un truc. Leurs théories n'ont rien à voir, c'est pas cohérent, mais ils savent se mettre ensemble pour être unis contre la vérité officielle. C'est leur grande force en fait. Ils sont capables de passer au-delà de leur différence. Alors que vous mettez 2 physiciens ou 2 psychologues ou de machin, ils vont aller directement sur le truc où ils ne sont pas d'accord. Ils ont raison, c'est ça qui est intéressant, mais du coup, leur position paraît faible.
Et donc, il y a une illusion comme ça que la science change la vie tout le temps, qu'ils savent ce qu'ils veulent, alors qu'en face, il y a une ouverture d'esprit, ils peuvent discuter entre eux, ils ne sont pas d'accord, mais c'est pas grave, l'important c'est le voyage. Oui. Alors que quand même, ils ont des revendications d'efficacité de leur truc. Ils prétendent dire le vrai, en fait. Mais c'est pas cohérent entre eux. Donc, et en face d'eux, ils ont des gens qui sont plus attachés aux sentiments qu'ils éprouvent face au discours qu'à la vérité. C'est pour ça que je suis toujours prudent par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que ça vous fait plaisir, et ce sentiment-là, il est précieux, mais c'est le même sentiment qu'eux éprouvent en face. Et donc je me méfie. Tout ce qui ressemble à ce qu'ils font en face, je me méfie. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ce qu'ils font en face. Et on a tendance à être plus exigeant avec eux qu'avec nous, à ne rien laisser passer en face, alors que nous, voilà. Et à pas prendre des cons. Et eux, ils nous prennent pour des moutons. Donc, et si on pouvait aller au-delà de ça, ce serait bien. Même s'il m'est arrivé de traiter de cons des complotistes, une fois sur 300 vidéos, c'est bon. C'était pas une bonne idée, mais je l'ai fait quand même. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on dit ? Il faut s'interroger, qu'est-ce qu'elle trouve, qu'est-ce qu'elle retire de suivre et d'aimer ces discours-là ? C'est des discours qui amènent du sens, qui simplifient un peu la vie, parce que du coup, on a les réponses, et qui donnent un rôle. Les gens qui croient à Trotta ou à Crèvecoeur, vous allez avoir donc Jean-Jacques Crèvecoeur et Trotta, c'est Sylvain Trotta, voilà. Donc des gourous d'Internet, mais bon, chacun se sont fait virer du YouTube. Donc YouTube fait le travail de cette manière. Bon. Et en fait, c'est des gens qui vous disent qu'il y a un grand complot, quoi, que les gens qui vont à l'université sont lobotomisés. Donc les gens qui sont diplômés, en fait, ils sont bêtes parce qu'ils croient des paroles sur la simple autorité. Mais vous avez compris qu'il y avait un truc. Vous avez une intuition différente. À l'intérieur de vous, il y a la vérité. Bon, quand vous avez ça, voilà, quand dans votre vie, vous n'avez pas de diplôme, bon, je fais une caricature, mais en gros, vous n'avez pas de diplôme, votre vie n'est pas aussi réussie que vous espériez, et que vous croyez des trucs comme ça sans savoir pourquoi, et qu'un coup, un mec vous dit, mais c'est parce que la vérité brille en vous. Et les gens en face, ils sont enfumés par le mensonge et par la méthode. Vous avez le rôle du héros du film. Dans Matrix. Le mec, il prend la bonne pilule et puis autour, tout était faux, quoi. Et c'est extrêmement jouissif, en fait. Et donc, si vous voulez le retirer à ça, vous avez intérêt à venir avec autre chose, quoi. Parce que si vous le retirez et qu'il n'y a rien, elle va pleurer, elle va vous détester, puis elle va partir voir un autre gourou, en fait. Donc, il faut essayer d'émerveiller avec la science. La science, certes, c'est une désillusion, mais c'est ce que disait Richard Feynman avec le monologue de la fleur, que Vlad Tepes aime beaucoup dire. Voilà, c'est que comprendre comment marche une fleur, c'est pas sale. C'est pas retirer de la beauté, c'est ajouter à la beauté de comprendre comment la fleur s'est construite et comment, au cours des millions d'années, ces caractères ont été retenus par l'évolution. C'est fascinant. C'est un peu compliqué, mais c'est fascinant. Et c'est pas moins beau que de se dire il y a des fées qui font les fleurs. Donc ce qu'il faut, c'est garder le contact, rester gentil, rester assertif sur le fait que ce que tu dis, je n'y crois pas, on va le dire, hein, en parler gentiment, et essayer de l'intéresser à des modes d'acquisition de la connaissance qui sont plus valides. Mais sans être paternaliste, sans être... Et moi, la manière dont je parle, il y a des gens chez qui c'est... je parais arrogant. J'ai pas rien, je suis comme ça, peut-être que je suis arrogant. Et donc il faut essayer de lui montrer des contenus sceptiques d'autres gens que moi, qui sont peut-être plus sympas, qui sont plus doux dans leur manière de faire, et qu'ils aillent sur la tronche plus tard. Voilà. On n'est pas forcément les premiers, on n'est pas les meilleurs ambassadeurs peut-être, on est un peu trop... on fait des efforts. Hein, mais... Et donc qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Sincèrement, c'est vous qui savez mieux que moi en fait. Parce que vous la connaissez, vous savez ce qu'il ne faut pas dire, vous savez ce que vous pouvez dire, et peut-être qu'il ne faut rien faire. Peut-être qu'il faut parler d'autres choses. Et puis un jour, il y aura un sujet sur lequel vous aurez un bon argument, une preuve ou un truc, et là vous pourrez dire, tiens, intéresse-toi à ça, voilà, que sais-je. Et un jour, il y aura un déclic, et la personne qui va se déconvertir, elle le fera toute seule. Donc même si vous faites beaucoup d'efforts, la personne qui va arrêter de croire, c'est elle qui fera le job. Donc elle ne vous dira pas merci. Donc il ne faut pas faire ça pour l'amerciement. Et le gros effort, c'est vraiment elle qui le fait, en fait. Parce que arrêtez de croire un truc dans lequel vous croyez. Il se trouve que dans mon parcours, je n'ai pas eu ça. Il y a d'autres collègues comme Mr. Sam qui ont connu une déconversion, donc c'est très bien.
Je ne sais pas ce que ça fait en fait. Donc je ne peux pas me mettre à la place des gens qui arrêtent de croire. Ça doit être extrêmement douloureux en fait. Donc voilà, là je commence à m'éparpiller, donc je vais m'arrêter. Oui, ça dépend aussi, j'imagine, de la relation qu'on a avec sa croyance, quoi. Quand on est conscient que ce n'est qu'une croyance, les choses ne se passent pas de la même façon, j'imagine. Mais par définition, dans un salon, j'ai croisé une dame qui est venue me dire « Ah, mon fils croyait des trucs bizarres, machin », on parlait un petit peu, bon, je ne sais pas trop ce qu'il croyait. Elle commence à me parler d'homéopathie. Là, j'ai senti que ça n'est pas passé parce qu'elle y croyait. Et elle a fini par me dire « Mais il n'y a rien que vous puissiez me dire qui pourrait me prouver. Je l'ai vu, je l'ai vécu, je sais que ça marche. » Donc, elle ne sait pas que c'est une croyance, en fait. Et la plupart du temps, nous-mêmes, il y a des choses qu'on croit, mais on est sur le mode de l'adhésion. Quand on sait qu'on croit et qu'on est sceptique, alors on suit pas sur le mode, donc on ne croit pas vraiment. On a acquis une certaine gymnastique pour dire je suspends, voilà, j'y arrive. Mais il y a des sujets sur lesquels on ne sait pas qu'on croit, même les sceptiques. Et la personne qui vient me contredire, je ne suis pas en mode oui, mais c'est ce que je crois. Non, c'est ce que je crois, quoi. Vous voyez ? Bon. Ouais, tu crois ? Oui, enfin bon. J'ai l'impression qu'il y avait pas mal de questions tout à l'heure, ou bien. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Les remerciements protocolaires s'imposent. Je voudrais revenir juste sur 2-3 points. Vous parlez à un moment de la légitimité de votre discours, du fait que vous avez une communauté de 200-300 000 abonnés, dont je fais partie d'ailleurs, sur la tronche en biais. Est-ce que justement, et en plus vous avez été professeur de collège par le passé, est-ce que vous pensez justement qu'il ne serait pas pertinent au niveau des autorités publiques de mettre quelque part des boîtes à outils au niveau de l'éducation nationale, justement pour commencer à former les enfants, à les équiper pour être capable justement d'analyser ce qu'ils voient. Parce que par exemple, si je me base sur le principe de la force d'une communauté, je pourrais vous dire, par contre je ne vais pas rester longtemps parce qu'après je vais assister à une conférence sur la crypto-monnaie. C'est animé par Nabila, c'est vraiment une experte, elle a 3 millions d'abonnés. Ou Aberkan, qui parle de ça aussi. Aussi. Donc c'était aujourd'hui, est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont mises en place pour, dès le plus jeune âge, au niveau de l'éducation nationale, commencer à donner des clés de compréhension aux enfants? Pour le coup, moi je ne suis pas du tout un scientifique, donc ma question est un petit peu profane, mais il y a des choses justement pour commencer à éduquer les enfants à analyser, comprendre avec le recul les messages justement qui sont envoyés par des vecteurs d'autorité, de popularité et autres. Je suis un peu confus, je m'en excuse, je ne suis pas scientifique. Alors je vais vous dire un truc très important, je ne sais pas. Et je ne suis pas dans l'éducnat. Alors évidemment, les profs n'ont pas attendu que nous on arrive pour parler d'esprit critique, pour parler de plein de choses, et ils ont bien conscience du problème. Donc le problème, c'est que les profs avant le collège n'ont pas forcément une formation scientifique. Beaucoup sont littéraires. Le rapport à la science, on disait deux mots en privé tout à l'heure, le rapport à la science, il n'est pas forcément idéal. Bon. Donc moi, mais leur métier, c'est compliqué. Être enseignant, c'est un métier à part entière. C'est pas être scientifique. C'est pas le même métier. Et donc moi, je n'y arrive pas. Donc j'ai pas de leçons à donner. Je sais que l'éducation nationale avait fait une liste de 300 youtubeurs validés, entre guillemets, on était dedans, mais c'est pas suffisant. Donc ce qu'il faut, c'est former les enseignants pour qu'eux aident les jeunes à consommer Internet de manière un peu plus critique. Je suis sûr que ça se fait déjà, mais est-ce qu'on a vraiment une directive verticale qui vient d'en haut, qui met les choses ? Un, je crois qu'il n'y en a pas, et deux, je ne sais même pas si c'est souhaitable en fait, parce que si on veut de la pensée critique, on ne peut pas l'imposer. Donc c'est un peu le cercle vicieux, c'est qu'il y a plein de profs qui nous écrivent, qui localement ont plein d'initiatives, et c'est très bien, mais ils se plaignent que c'est compliqué de mettre ça en place, mais en même temps, si ça venait du haut, est-ce que ce serait de la pensée critique ? Est-ce que si un prof, on lui dit, voilà, vous allez enseigner la pensée critique, que vous vouliez ou non ? Est-ce qu'il n'est pas motivé alors que si c'est des profs qui, d'emblée, tout seuls, dans leur coin, sont assez motivés pour le faire, eux, ils le feront bien, en fait. Donc, je n'ai pas la réponse du tout à ce qu'on va faire. C'est clairement un chantier important.
Est-ce que l'éducation nationale est bien structurée pour y répondre? Je pense que non. Nous, on a un mal de chien à rentrer dans l'école. Hein. C'est-à-dire que moi, je fais des formations au niveau doctoral. Parce que ça, j'envoie quelques courriers et on m'engage, donc je vais parler à des lecteurs. Donc c'est le niveau le plus haut. Hein. Mais pour aller devant des lycéens ou des collégiens, je ne sais pas faire. Bon. Mais si je savais faire, comment je rentre dans les classes? C'est impossible. C'est verrouillé de partout. Ce qui est une bonne chose. Mais donc voilà, à part ponctuellement quelques conférences comme ça dans des lycées, dans les amphis, devant 4 classes, quand on fait des trucs ponctuellement, nous, on n'est pas les bons acteurs pour aller dans les lycées, dans les écoles. Donc, votre question, il faut la poser à des gens qui travaillent à l'éducation nationale. Il faut la poser au ministre, hein, parce que esprit critique, c'est un mot à la mode, hein, ils le disent tous. Bon, qu'est-ce qui est fait dans les faits? Est-ce que même ils n'ont pas conscience de ne pas avoir trop intérêt? Parce que si les gens sont critiques, les politiques devront justifier tout ce qu'ils font. Hein, c'est compliqué. Donc, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui se font de plus en plus. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être que nous, on en parle davantage. Donc, j'aimerais bien inviter des enseignants et montrer un peu ce qu'ils font et ce qu'on peut faire. Donc, ça va peut-être se faire, mais pour ça, il faut qu'on trouve la bonne personne à inviter. Et c'est compliqué de trouver les bons invités. Des fois, on se trompe. Voilà, j'ai répondu plus ou moins bien, désolé. Moi, j'ai l'impression que ça va quand même un petit peu dans le bon sens en ce moment. Mais j'ai bien dit, j'ai l'impression. Hein, c'est un peu subjectif. Mais par contre, ce qui est clair, par exemple, pour assurer... Alors, et on a effectivement un gros problème avec les professeurs des écoles hein, dans le primaire qui, pour la plupart, n'ont pas de formation aux sciences du tout. Ce qu'on peut remarquer, et bon ça interroge un petit peu, les choses qui se sont faites ces dernières années, c'est à travers la fondation La Main à la Pâte et la création des maisons pour les sciences, qui sont donc pas directement liées, enfin qui sont pas une action directe en tout cas de l'État, quoi, mais une action indirecte. Donc voilà, c'est un peu, enfin ça interroge quand même finalement dans des choses. Mais comme c'est capté, il faut que vous ayez un micro. Alors, au-delà simplement de la science, c'est de manière générique. Par exemple, aujourd'hui, qu'on voit un journaliste potentiel candidat à la présidence qui balance des approximations, voire des contre-vérités historiques, des chiffres sortis de on ne sait où, c'est la pédagogie de l'esprit critique de manière générique et pas exclusivement justement dédiée à la science. Parce qu'aujourd'hui, justement, le principe de la remise en question, c'est, je vais vous dire que cette table est verte. Qu'est-ce qui va faire que... après, allez me démontrer que je suis daltonien. On va parler des qualia, voilà, des perceptions, de la phénoménologie. Est-ce qu'on perçoit tous le même rouge ou pas? On peut en discuter. Mais il y a un mot pour ça et c'est pas vert. C'est juste ça, c'est une convention. Juste, vert, c'est pas ça. Je parlais du fauteuil. Où ça? Il y avait une autre question? Vous disiez qu'il fallait émerveiller avec la science, mais quand les rapports du GIEC ou d'IPBES sur la biodiversité montrent des signes d'inquiétude, comment émerveiller les conséquences sont plutôt à la sobriété, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'il y a deux gros points noirs actuellement qui sont le climat et la biodiversité. Et si on regarde tous les autres indicateurs, on va mieux qu'avant. Donc ils sont importants, il faut en parler, mais il ne faut pas rester non plus, parce qu'il n'y a rien de plus terrible que de dire à un gamin de 10 ans que le monde va dans le mur. Donc on vit plus vieux qu'avant, en meilleure santé, il y a moins de pauvreté qu'avant, il y a moins de familles, il y a moins de maladies, la pandémie. Et puis il y a deux gros problèmes qui sont le climat et la biodiversité. Bon, ça, il faut les prendre à bras le corps. Et tout le reste, on va plutôt mieux, et c'est plutôt grâce à la science. Elle ne fait pas que du bien, mais... et donc, on peut émerveiller par le fait que maintenant, on voit des trous noirs, on voit des collisions de trous noirs. On détecte des collisions de trous noirs. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble, mais on les détecte. Et quand j'étais gamin, ces trous noirs, on en parlait un peu, quoi. Mais maintenant, on les détecte et ils rentrent les uns dans les autres. Bon. Donc, voilà, les découvertes continuent. Donc, en fait, c'est merveilleux. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on continue. Et peut-être justement, en n'étant pas à ce point pessimiste sur ce qui va mal, parce que ce qui va mal va arriver, hein. Bon, peut-être que dans l'attente, on peut essayer d'être heureux. Non, mais je n'ai pas la réponse à ça, mais
je suis très inquiet du climat de pessimisme qu'on impose sur les jeunes aujourd'hui. Parce que moi, j'ai grandi à l'époque où on allait aller dans l'espace. On allait avoir des voitures volantes, on allait avoir des hoverboards. On s'est fait avoir. Hein. Mais le futur était désirable. Comment voulez-vous inciter les gens à faire une carrière scientifique si on leur dit que de toute façon c'est foutu et que dans 50 ans il n'y aura plus d'ours blancs et que les forêts vont disparaître et puis que la mer va tout engloutir et puis on ne peut rien y faire parce que à cause des Chinois et de Trump. Bon. Donc bon, il faut regarder les choses en face, mais je pense qu'on a le devoir d'être optimiste aussi. Enfin, en tout cas moi, là où je suis, si je ne suis pas optimiste, à quoi ça sert que je me décarcasse à lutter contre les gourous? Ça sert à rien, parce que toutes choses étant égales par ailleurs, leur discours est toujours plus sympa que le mien, toujours. Je suis à la traîne. Donc heureusement, il y a des institutions qui font qu'on m'invite moi plutôt que les gourous, encore que des fois ça arrive aussi qu'on les invite. Voilà. Mais en dehors de ça, on a perdu. Donc si on n'est pas optimiste sur le fait que ça peut aller mieux et qu'on ne peut pas transmettre l'optimisme pour que les gens agissent, pour que ça aille mieux, alors les gens vont être désemparés et ils ne vont plus agir en fait. Et donc moi je suis écolo dans l'âme, je ne suis pas écolo militant, mais je suis inquiet du fait que le discours militant, tu sais, les collapsologues qui disent tout c'est foutu, est-ce que c'est pas extrêmement désarmant et démobilisant en fait? Donc bon, j'ai rien de plus à dire en fait, mais donc émerveillé, l'émerveillement on en a besoin et je crois voir qu'on a à nouveau de la bonne science-fiction, ce qui était un peu parti. Et je crois que, en fait, c'est là, en fait, la culture populaire et la fiction, si elle peut donner le beau rôle à la science plutôt qu'être ces grands méchants industriels qui existent, hein, et faire rêver avec l'espace, avec le temps, avec tout ça, alors, voilà. Et moi, mon rôle de vulgarisateur, c'est d'essayer de montrer qu'en fait, c'est super sympa, la science. Et je ne suis pas aidé parce que les scientifiques, parfois, sont chiants. Je l'ai dit, hein, on m'a approché, c'est parfois vrai. Et heureusement, on a des invités super qui viennent chez nous et qui sont super intéressants. Donc, et sans eux, on ne ferait pas les choses bien, quoi. Mais est-ce que ce n'est pas aussi merveilleux que la science nous a permis de découvrir ce réchauffement climatique? On peut dire ça comme ça. Bah, oui, mais les conséquences seraient là qu'on les voit ou qu'on ne les voit pas. Donc, de toute façon, mais... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la science qui... Enfin, c'est l'utilisation qu'on en fait, en fait. Et oui. Mais parce qu'on confond toujours... Quatre niveaux. C'est-à-dire que la science, c'est pas les savants. La science, c'est pas les connaissances, puisque ça change. La science, c'est pas la technologie, puisque ça, c'est la politique. La science, c'est la démarche. Et ça, lorsqu'on est capable de distinguer les registres et qu'on montre que la science, c'est ça, d'un seul coup, toutes les objections contre la science disparaissent. Parce que la plupart des objections sont contre les savants, qui sont arrogants, qui sont pénibles, qui sont fermés, contre les connaissances qui changent, donc c'est périmé, donc c'est nul, et contre la technologie, vous avez fait la bombe. Bah, pas moi d'ailleurs, mais donc et tout ça c'est vrai. Mais la démarche en tant que telle, elle est critiquable par plein de philosophes comme il y a raison. Mais si on la retire, c'est comme ce que disait Winston Churchill sur la démocratie, c'est la pire des solutions à part tout le reste. Donc voilà. Et quand on est sur ce registre-là, moi ça m'arrive, les gens en face ne sont plus anti-science lorsqu'on distingue bien ce que c'est comme démarche a priori. Il y avait une question là-bas ou je me trompe? Ouais, mais pas très motivé. Alors, bon, ma question. Bonjour. Non, c'est juste, je voulais parler par rapport on parlait de l'éducation, etc., des professeurs, et c'est vrai qu'en ce moment, il y a, par rapport à la Marne-la-Pâte, etc., et même au niveau des universités, par exemple, ici, il y a une licence qui s'appelle Focus et en fin de compte qui a pour but de former les futurs enseignants à une démarche scientifique. Et en fin de compte, dans cette licence-là, ce qui est très bien, c'est qu'il y a des gens de partout, de sociologie, de sciences de l'éducation, de français, etc., qui viennent et qui vont apprendre à donc, avoir une démarche scientifique. Et donc, c'est vrai que la solution à tout ça, au complotisme, etc., ce serait bien sûr l'éducation. Et c'est pour ça que tous ces outils qui sont mis en place sont très importants. Et c'est vrai que ça devrait peut-être être plus généralisé par l'État, pas forcément contrôlé, mais plus généralisé avec des interventions, etc. Et donc,
Et donc c'est vrai qu'il y a des démarches qui sont mises en place, mais plutôt disparates que généralisées, en fait. D'accord. C'était pas une question. Donc. Mais je suis d'accord que vous avez cité la sociologie. L'une des solutions contre la radicalisation, en gros, hein, et le complotisme, c'est de mettre davantage de sciences humaines dans les cursus des sciences dures. Et inversement, pour comprendre qu'il y a d'autres modes d'acquisition de la connaissance, qu'il y a d'autres méthodologies. Et parce que quand on regarde un peu la formation, lorsque les gens qui sont vraiment partis très loin ont un diplôme, en général, c'est un diplôme d'ingénieur. Et donc, c'est des gens qui ont acquis, voilà, qui ont appris plein de trucs, ils sont savants, mais ils n'ont pas appris à mesurer la valeur de leur connaissance par rapport à d'autres modes. Et donc, ça rend plus facile d'être intolérant, quoi. Et donc, si on peut apprendre voilà, ce que c'est que la sociologie, ce que c'est que l'anthropologie, etc., dans les cursus scientifiques, je ne dis pas qu'il faut qu'ils aient des volumes énormes, mais qu'ils apprennent à respecter ces disciplines-là, en fait, ça permet d'être un peu plus prudent. Et parce que voilà, dans la communauté zététique, il y a beaucoup de gens qui ont fait des sciences dures et qui ont un regard extrêmement méprisant sur les sciences humaines. Et c'est dommage parce qu'ils passent à côté de trucs importants, en fait. Voilà. Ah, il y a encore une autre question. Si j'ai des bêtises, vous me corrigez. Hein. Ça peut arriver. Hein. Bonjour. Bon, ça marche. Ah, oui. C'est bon, oui. Bonjour. Déjà, merci pour votre travail. Et en fait, j'aurais une question. Quand on parle de vérification d'informations, il y a un réflexe qu'ont de plus en plus de gens, c'est d'aller voir sur Wikipédia. Du coup, j'aurais bien aimé avoir votre opinion sur l'encyclopédie en ligne. J'aime beaucoup. C'est l'encyclopédie sur laquelle les erreurs restent le moins longtemps. En moyenne, quand il y a une erreur, elle est vue moins de 500 fois. En moins de 100 fois. Alors que si vous allez dans l'encyclopédie Universalis et qu'il y a un article nul et qu'il est à la bibliothèque, au Learning Center, c'est ça l'erreur, elle est là, elle va rester, quoi. Il n'y a pas de correction. Donc Wikipédia, c'est bien. Après, il faut apprendre à l'utiliser. C'est-à-dire qu'il y a plein de bandeaux, il y a l'onglet discussion, on peut voir comment il a évolué. Donc, Wikipédia, c'est parfait quand on sait l'utiliser. Quand on ne sait pas l'utiliser, il peut y avoir un article faux ou des fausses adresses ou coquesses. Il faut être prudent. Mais Wikipédia, c'est super. Et il n'y a pas d'autorité. C'est vraiment un projet collectif qui émerge. C'est du bottom-up. Hein. On est dans le learning, donc c'est du bottom-up. Et donc, c'est un projet c'est un des plus beaux projets du net, en fait. Donc on a fait une émission avec un membre j'oublie l'asso Wikifrance, un truc comme ça. Et donc, on est solidaire hein, de ce projet-là. Et donc, vous êtes membre contributeur de Wikipédia. Vous devriez tous, si vous avez un domaine d'expertise, aller lire l'article qui en parle et corriger. Moi, j'ai un prof d'université qui dit Wikipédia, c'est nul, il ne faut pas y aller. Et je dis, mais dans ce cas-là, tu y vas puis tu corriges. Hein, c'est ton métier, tu y vas. T'es prof d'université, c'est ton job. Non, ça lui passait là. Donc, Oui, parce que je pense qu'il faut être conscient que la communauté française est évidemment moins étendue que la communauté anglo-saxonne. Wikipédia marche très très bien côté anglo-saxon où là les corrections, enfin les discussions vont et du coup, alors, parce que là, moi, il me semble que ça a disparu. À gauche, vous avez les différentes langues et vous pouvez cliquer sur les différentes versions de l'article en différentes langues. Et bien souvent, quand j'y vais, il n'y a pas le bouton pour aller en anglais. Il a disparu ou c'est quoi Non, il est remonté. Ah, ils l'ont déplacé. Mais, c'est un menu. Donc, je ne vais pas donner la leçon aux gens, je ne sais pas utiliser Wikipédia. Oui. Mais le fait est que, oui, un conseil, lorsque vous avez un doute, allez voir la version dans une langue différente que vous parlez. Hein. Et donc, moi, je vais en anglais parce que je parle que ça. Et c'est précieux parce que souvent, c'est une traduction, mais des fois, non. Et quand c'est une traduction, vous avez deux angles différents et c'est hyper intéressant. Alors, il y a deux choses, effectivement. C'est d'une part, très souvent, les articles en anglais sont plus longs et plus fouillés, donc ça, c'est intéressant. Mais le plus intéressant, je pense, c'est que eh bien, chaque langue correspond évidemment à une culture. Hein. La langue, c'est aussi une façon de penser. Hein, c'est pas juste une façon de s'exprimer. Et c'est vraiment intéressant de voir, surtout au niveau des articles scientifiques, qu'on imagine assez rigides, hein, finalement. Enfin, la science, on l'imagine un petit peu rigide. Et non, on voit des points de vue qui sont très très différents, des explications sur le même phénomène qui sont prises par un bout qui est différent du côté français. Et ça, c'est super, quoi. Ça ouvre vraiment l'esprit à d'autres cultures, c'est assez génial.
Donc n'hésitez pas. Tout pareil. Alors, le temps est passé, mais comme il n'y a personne derrière nous, on peut continuer. C'est la fin qui nous mettra dehors, hein, je crois. Donc bonjour. Déjà, je voulais faire, comme c'est au tube, on commence une petite pub. Pour dire que sur l'île, il y a une association qui s'appelle Skeptic in the Pub de Lille, qui, avant la crise et les confinements, organisait des conférences dans les bars. Après, là, on essaie un peu de reprendre. On va organiser des petits apéros sceptiques. Qui ne connaît pas Skeptics in the Pub? Eh ben, Skeptics in the Pub, il y a plein de villes dans le monde où vous êtes dans un pub et vous avez un conférencier ou une conférencière et vous pouvez discuter avec une bière. Enfin, moi, je ne me pas, mais... Et donc, j'étais venu faire celle de Bruxelles, moi. Donc, c'est pas loin. Ça compte? Oui. Bon, j'arrête. Toutes les meilleurs de Bruxelles viennent à Lille parfois pour les Skeptics in the Pub. Du coup, moi, j'ai une formation de scientifique, vu que j'ai fait de la géologie, du coup, je connais très bien ce domaine-là. Malheureusement, la science, ça ne prend pas forcément très bien. Du coup, aujourd'hui, je fais la cybersécurité. Et ça, je me rends compte que finalement, l'esprit critique, c'est quelque chose qui aide tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, utiliser les émotions comme vous faire rêver quelque chose ou vous vendre de la peur pour soit vous arnaquer, soit vous pirater, c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Et voilà. Du coup, en fait, l'esprit critique, ça permet de... c'est quelque chose qu'il faut avoir face à un message qui apparaît sur ton ordinateur pour dire est-ce que c'est légitime ou pas. Donc c'est très important. Il faut aussi boucler la boucle de tout ce qui est manipulation, on parle fake news, cybersécurité, etc. Pendant le premier confinement, en fait, je crois que c'est l'organisme européen du médicament qui s'est fait pirater. Ils ont réussi à récupérer des données sur les traitements, les vaccins, tout ça. Et les hackers, c'est gentil, ils ont tout mis, ils ont mis tous les leaks publics. Sauf que les hackers, en fait, ils ont modifié certains documents pour dire que voilà, pour augmenter les risques des vaccins. Où là, en fait, on se rend compte que finalement, tout est plus ou moins lié. Où en fait, certaines personnes peuvent en fait voler des données, les rendre publiques, mais les modifier pour manipuler l'opinion. Et c'est là où on se rend compte. Il y a les leaks. Ce qui est aussi marrant, il y a les Fauci leaks. C'est Monsieur Fauci, qui est donc le patron de la médecine, enfin de la réponse anti-Covid des États-Unis. Et un parlementaire a demandé à ce qu'on diffuse les contenus de ces mails. Et les gens ont dit oui, vous avez le droit. Donc c'est pas une leak du tout, c'est pas une fuite. Et il n'y a rien dedans. Mais les gens qui parce qu'ils croient que c'est une fuite, alors c'est qu'il y a un truc qu'on veut nous cacher, donc c'est intéressant. Alors en fait, c'est pas une fuite. Donc si vous expliquez aux gens que c'est pas une fuite, d'un seul coup, c'est pas intéressant. Ouais. Mais là, bon, les documents sont fournis, donc ils sont directement, c'est la source, donc là on est sûr. Mais quand c'est une fuite, en plus on ne sait même pas, comme vous dites, peut-être que le mec qui fait fuiter, un truc qui n'est pas vrai, puisque c'est une fuite. Ça pourrait, si la source ne valide pas, vous n'avez que la parole de celui qui vous dit que c'est vrai, quoi. Et comment on fait? Comme d'hab, j'ai pas la réponse. Mais enfin, avec qui j'ai échangé, c'est avec Sébastien Dieguez, qui est un chercheur qui s'intéresse au complotisme. Et lui, il disait qu'il ne croyait pas aux vertus de la transparence. Et moi, je pense que si. Je pense que la transparence, ça permet de faire un peu de tampon par rapport à tous les discours qui veulent récupérer tout ce qui pourrait être fuite. S'il n'y a pas de fuite, d'un seul coup, c'est moins intéressant. Alors que si c'est caché et qu'on fait fuiter, alors la pertinence dit si quelqu'un prend la peine de vous dire j'ai fait fuiter ça, c'est qu'il y a un truc qui fuite qui est intéressant. Alors que si c'est transparent, c'est le travail banal des gens qui s'envoient des mails et qui parlent des pizzas, quoi. Et c'est pas intéressant. Donc la transparence, je pense que d'abord c'est une vertu et je pense que ça peut jouer un rôle. Ceux qui veulent continuer à croire qu'il y a un complot continueront de le dire, hein. Mais leur discours sera moins séduisant, je pense, s'il n'y a pas de fuite. Si c'est transparent. Voilà. Je reprends à côté de votre truc, mais du coup, ça m'a fait penser à ça. Bon, je pense qu'on va s'arrêter. Encore une question? Bon, allez, encore une. Allez. La dernière. Vraiment la dernière. C'est la dernière. Hein. Oui, j'ai une petite réflexion. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a une facilité très forte à accepter un contenu parce que les gens de la communauté justement à laquelle on adhère l'ont accepté sans avoir fait l'effort le plus souvent de vérifier le contenu par soi-même.
Ben Ce oui. qui fait qu'en fait, finalement, il y a une confiance qui se traduit par éventuellement une information fausse, puisque Il y a un truc connu, c'est que 70% des gens qui partagent des articles sur Facebook l'ont pas lu. Il y a même un papier qui est sorti qui disait ça, les gens l'ont partagé et l'article était vide. Donc, et ça m'est déjà arrivé aussi, parce que je connais la personne qui partage. Ah, c'est intéressant. Oh, je lirai plus tard et je partage. Parce que aussi, ça fait marque-page, en fait. Non, je fais plus ça. Mais il fait attends, je partageais, il me dit, j'irai voir plus tard. Bah non, il faut pas faire ça. Et on n'est pas différents. Les complotistes ou nous, on n'est pas différents. C'est-à-dire que si vous regardez un peu les anti-vax et les pro-vax, en gros, les gens qui vont se faire vacciner et qui acceptent n'ont pas fait plus de recherches que ceux qui sont anti-vax. C'est pas vrai. Les gens qui acceptent les médicaments qu'on leur donne ne sont pas plus intelligents, ils ont plus raison, parce que ça marche. Mais à leur niveau individuel, n'ont pas fait plus de démarches, plus d'efforts, ne sont pas plus rigoureux que ceux qui refusent les médicaments. Voilà. Après, par contre, quand on fait des recherches, il faut les faire bien. Et du côté des antis, ils vont aller constamment consommer des narrations qui leur font plaisir, plutôt qu'aller écouter parce qu'ils se méfient en fait. Donc on a tous ça, on va tous avoir tendance à faire plus confiance à notre communauté qu'à ceux en face. Et c'est pas idiot, c'est un proxy qui est bien. C'est que si vous êtes habitué à partager le contenu d'une page, et ça fait 5 ans, et à chaque fois vous aviez bien raison que c'était vrai, le jour où vous partagez un truc, il se plante, bah, vous partagez quand même. Parce que vous n'avez aucune raison de ne pas le faire. Donc moi, ça m'est arrivé une fois de partager un truc, et puis du coup, je fais gaffe. Donc il y a des sources auxquelles je ne partage plus jamais, en fait. Comme ça, c'est sûr. Mais il ne faut pas taper trop fort sur la tête des gens qui le font, parce il faudrait qu'on apprenne tous à moins le faire. Mais dans la plupart des cas, c'est pas grave, en fait. En revanche, si l'enjeu est important, si c'est sur un truc vraiment, on va rentrer dans une époque d'élection. Donc vos partages vont devenir importants maintenant. Donc, dès que ça touche à des questions électorales, vérifiez avant de partager. Et Twitter, maintenant, encourage les gens. Il y a un nudge. Lorsque vous lisez un truc que vous voulez partager, si vous n'avez pas cliqué sur le lien pour le lire avant, on vous dit « Vous êtes sûr de vouloir le partager ?» Et c'est très bien, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de partager. Bon, ok, je connais, mais je vais quand même aller voir, c'est mieux. Et donc, merci Twitter de faire ça. Et donc oui, on est tous pareils. Les anti comme les pros, on a tous tendance à faire ça. Et la plupart du temps, c'est pas grave. C'est ça, c'est que la plupart de nos biais, dans la plupart des situations, c'est pas des biais, c'est des raccourcis mentaux qui marchent bien, en fait. Et sauf que comme on est habitué à ne pas se tromper, on ne sait pas identifier les situations dans lesquelles notre raccourci marche pas. Donc comme on ne sait pas identifier, il faut que de temps en temps, on vérifie. Donc voilà, un coup sur deux, on pose la question. Et puis après, on devient de plus en plus sceptique, on fait ça à chaque fois, et on devient invivable. Mais voilà, donc juste, il ne faut pas qu'on ait un comportement où on va culpabiliser les gens parce qu'ils ne font pas assez bien les choses. Il faut les encourager lorsqu'ils le font un petit peu. En gros, ne pas être des connards, mais dire aux gens « Ah, tu as vérifié ?» C'est cool. En gros, voilà. Merci. Bon, on va s'arrêter là. De la fin. De toute façon, moi, je vais errer un petit peu dans la journée ici. Je repars que vers 5h, je crois. D'accord. Ok. Et de toute façon, juste là maintenant, tu seras en dédicace de ton livre. Donc, si vous voulez, c'est maintenant. Enfin, c'est maintenant. Et puis, de toute façon, à tout moment, puisque si tu es là, on arrivera toujours à te trouver, j'imagine, et à te demander une dédicace. Mais je vais quand même manger à un moment donné. Parce que je suis un peu enrhumé, je suis malade. Il faut manger. Hein, voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis très loin, puisque tu viens de l'étranger quand même. Le fait est que je suis passé par la Belgique. Donc, c'est vrai. Et oui, voilà, donc merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bon vent, en espérant que...